Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission exceptionnelle du Délit d'opinion où Léonard a définitivement beaucoup changé. Cela, ça n'est ni la moustache, ni les cheveux, ni rien du tout. En fait, bon, Léonard est un petit peu souffrant, donc on lui souhaite le meilleur pour qu'il se rétablisse. Et je vais donc faire office de revue de presse, Charles, mon meilleur invité, en ce jeudi. Donc, la première question sur laquelle j'avais envie de revenir, parce que c'est quand même pas tous les jours, c'est le fameux jubilé de la reine. On a quand même assisté à un événement important. Un événement important, je pense, même si ça ne nous concerne pas directement, puisque c'était nos amis anglais, mais c'était quand même quelque chose. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est-à-dire que... Nous on a quand même habité, Charles habitait en Angleterre 20 ans, oui. Moi 10. Et pour moi, c'est-à-dire que dans une constitution, dans un pays, si vous voulez, il faut qu'il y ait la gestion au jour le jour, et il faut qu'il y ait une espèce de conte de fées. Oui. Qui fasse partie de... Voilà. Ce que les modernes appellent le storytelling. Le storytelling Et l'Angleterre a réussi un coup absolument incroyable avec l'espèce d'affection qui entoure Élisabeth II, et qui était déjà le cas de sa mère, parce que la reine Marie, je crois. Sa mère, donc, était la femme du roi qui a été le roi pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était très intéressant parce que, par exemple, quand on bombardait Londres, etc., elle arrivait dans les ruines pour aller voir les gens qui étaient avec sa couronne, ses bijoux, parce qu'elle disait « il faut que je... faut que je tienne mon rang. Il faut que je tienne mon rang, que je projette l'histoire, l'Angleterre éternelle. La continuité, la reine. » Et le roi avait fait un truc en disant restez calme et continuez à travailler. Oui. C'était keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Donc, si vous voulez, peut-être de temps en temps d'une nation, il est bon qu'il y ait un continuum. Un continuum avec les 2000 dernières années, et ça, ils y arrivent parfaitement. Alors, chez les Américains, c'est un peu plus compliqué, c'est la Constitution qui fait office de document historique auquel le tous se rallient et tout. Et finalement, le problème de la France, c'est que ça fait... De temps en temps, il y a un grand homme qui a incarné cette espèce d'aspect historique, c'était par exemple De Gaulle, c'était évident, c'est là-dessus qu'il jouait d'ailleurs. Mais on n'a pas de relais. C'est-à-dire qu'en France, on a toujours ce truc épouvantable. Est-ce qu'on commence en 1793 ou est-ce qu'on commence en l'an 1000, quoi. C'est toujours ça. Mais ça a été fait sous Napoléon III. Il y a eu quand même justement cette envie de réinventer le roman national. Et du coup, sont sorties des choses comme Jeanne d'Arc, qui existaient évidemment avant. Mais on a refait toute une histoire. On a rebâti. Ça a été tout l'effort de la Troisième République en particulier de recréer un imaginaire commun. Avec Michelet, avec Michelet, avec tout ça. Ça a été très bien fait, mais ça n'a pas pris au niveau de profondeur. Parce que quand la reine-mère précédente est morte, donc j'étais à Londres, et il s'est passé un phénomène incroyable. Tout le monde avait dit, mais on l'a enterré à Westminster. Donc, tout le monde avait dit, mais ça va intéresser personne, il va y avoir personne. Le peuple anglais faisait la queue pendant 3 jours de suite, mais pendant des kilomètres pour aller présenter leurs derniers hommages. Ces derniers hommages à la reine qui était là. Et tous les gens, même les élites anglaises, étaient absolument complètement bluffés en voyant cette espèce de dévotion. Mais c'était pas la personne, c'était que ces gens, aussi bien la reine-mère que la reine Elisabeth, ont réussi à incarner parfaitement ce rôle de je suis le pilier historique, quoi. Cela dit, quand Lady Thatcher est morte, oui. Il y a eu aussi une ferveur populaire qui s'est exprimée. Qui était incroyable. Incroyable. On y était à Londres, c'est aussi étonnant. Elle est passée donc avec son cercueil sur un fût de canon, si vous voulez. C'était
On était là, et il y avait la foule anglaise qui était... Et les gens applaudissaient comme ça, tout doucement. Et donc, les Anglais ont une espèce de capacité à s'incarner dans leur histoire qui est quand même une de leurs forces immenses, quoi. Et ça s'est passé, donc ce jubilé, au moment où l'Angleterre, avec Boris Johnson, avec le Covid, avec les sorties de l'Europe, etc., et économiquement dans une période difficile, pas plus que nous, mais au moins autant que nous. Et ben ça fait rien pendant 4 jours. Ils ont été là. Et j'ai vu qu'ils ont fait un pique-nique de je sais pas combien de kilomètres qui allait de Windsor à je sais pas où, je crois un truc de 8 kilomètres de table ininterrompue, de pique-nique, comme ça à l'extérieur. Il pleuvait. Un pique-nique anglais, quoi. Sur le fait qu'il pleuve n'a jamais empêché les Anglais de... Donc c'est une qualité, c'est pour ça peut-être que mon père, qui était officier, disait en rigolant, les Anglais sont assommants, ils perdent toutes les batailles, ils gagnent toutes les guerres. C'est parce qu'à un moment, il y a cette espèce de capacité dans le peuple anglais de se redresser et de dire no more. Oui. Pas de plus, c'est fini. J'irai pas plus loin. Il y avait aussi cette histoire assez drôle d'un de tes amis allemands qui habitait à Wimbledon et qui tous les jours prenait donc pour aller dans la City son train et il râlait en disant mais enfin c'est incroyable, ça fait 25 ans que je prends ce train et il est jamais sur la même voie. Une fois il est sur la voie 3, une fois il est sur la voie 4. Il grenait, en Allemagne il partirait toujours du même quai. Ouais. Et je lui ai dit, c'est bien pour ça que vous avez perdu la guerre. Parce que vous savez ce que vous allez faire, alors que les Anglais, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire dans la seconde. Dans la seconde d'après. Comment tu veux planifier quoi que ce soit quand toi-même, tu sais pas ce que tu vas faire? Voilà, il n'y a pas de service secret, après, il n'y a pas de renseignement. Le mec, il sait pas où il va faire débarquer son train dans la seconde d'après. Tiens, on va le mettre. Tiens, peut-être le fois de cette fois-ci, on voit tous les gens se mettre à galoper dans la gare. Ça m'a toujours fait rigoler, ça. Donc, moi qui ai vécu en Angleterre, je suis reparti avec une grande admiration pour ce peuple, parce qu'il a cette capacité extraordinaire de ne pas être intéressé par l'organisation. C'est-à-dire, il s'organise au niveau local, tout le monde participe aux communautés, tout le monde peut participer. Mais alors, d'aller... tout ça, ça les intéresse moyennement. Donc, il faut faire... Pour moi, c'est une leçon que nous donne l'Angleterre tout à fait extraordinaire, c'est d'avoir réussi à préserver et la démocratie et cette liberté fondamentale d'aimer son pays. C'est quand même... aujourd'hui, j'ai l'impression que si j'aime mon pays en France, je suis quand même méchamment... Oui, bien sûr. Je sais pas, mais enfin... Et on peut montrer qu'on aime son pays, dans le fond, qu'on soit aristo en Angleterre ou qu'on soit du East End à Londres, voilà, on aime son pays et on va agiter des petits drapeaux. Agiter des petits drapeaux, trooping the colours, et puis voilà, ça se passe très bien. Donc c'est quand même bien d'avoir réussi à créer un patriotisme sans antagonisme. C'est quand même... Et ça, c'est fait avec l'identification à une personne. Oui. Je sais pas comment on pourrait faire ça, ce coup-là, nous. Nous, ça va être difficile. Parce que nous, on a cette espèce de séparation en deux qui date de la Révolution française. Et celui qui est identifié, c'est presque toujours... on peut pas être... Si c'est l'autre camp qui a été élu, c'est difficile de s'identifier avec le gars qui représente l'autre camp, quoi. Je sais pas, Mitterrand avait essayé à un moment d'être un peu la chèvre et le lapin. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, je pense que pour arriver à cela, il faut avoir déjà la vision un peu de Gaulle, qui était de dire « je me suis toujours fait une certaine idée de la France ». Voilà, c'est ça. Et il faudrait déjà ne pas avoir, comme en la personne de M. Macron, un responsable du pays qui lui-même semble en désamour de son propre pays, ne pas en connaître les codes, ne pas véritablement s'intéresser à ce que représentent les régions dans leur histoire, dans leur tradition, dans leur identité. Et le jour où on aura peut-être un dirigeant qui recommencera à avoir une certaine idée de la France, ce jour-là,
alors on pourra peut-être tous s'inscrire dans un roman national. Mais ça n'est pas le cas. Mais le but de Macron, ça a été de détruire le roman national. C'est ce qui est étonnant. Et créer les communautarismes permet aussi de détruire l'identité nationale et que l'on s'inscrive, c'est-à-dire autant en nous fragmentant en autant de petites communautés qui ne veulent plus rien dire, on se distance de ce qui nous rassemblait, à savoir l'envie d'être une nation, avec toute l'agrégation. Ça va plus loin que l'Angleterre, parce qu'un jour, quelqu'un avait demandé à ton frère, donc Louis, quel était le critère de sélection pour être investi dans des pays qui seraient toujours libres. Il pourrait y avoir des loupés, mais enfin, il avait dit, c'est pas difficile, il faut n'investir des pays que quand la reine d'Angleterre est sur le billet de banque. C'est-à-dire le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Le Canada, en ce moment... ils ont un petit problème, de passage parce qu'ils ont un crétin au pouvoir, mais ça peut arriver de temps en temps. L'Australie, ils n'ont pas été particulièrement brillants. Non, ils n'ont pas été particulièrement brillants. Ni l'Australie, ni la Nouvelle-Zélande, ça n'a pas été... Enfin, grosso modo, allez, je vais vous la faire courte, le billet de banque et le rugby, vous êtes à peu près... si vous avez les deux, vous êtes à peu près tranquille, quoi. Le rugby, ils n'ont pas le billet de banque en Argentine, donc... bref, je veux dire... Donc, comme règle de décision, j'avais fait d'ailleurs, à la suite de cette remarque qui m'avait frappé, un indice boursier, actions, obligations, du billet de banque anglais, quoi. Oui. Et ben, ça marchait très bien. Ah. Ça marchait très bien. C'était une très bonne diversification, parce qu'on avait des producteurs de matières premières, des universités, il y avait de tout. C'était pas acheté dans le fond l'indice Reine d'Angleterre. C'était un bon indice. C'était un bon indice. Donc, ça porte plus loin, parce que ça porte aussi sur le droit anglais, qui est le common law. Oui. Et donc, cette espèce de loi qui part de la base et qui est acceptée par le sommet, parce qu'elle est partie de la base, quoi. Donc, quelque part aussi, on retrouve cette affection pour le rule of law, la règle du droit. La Magna Carta. La Magna Carta, ça remonte à... c'était à l'époque de Jean Santerre, donc c'était à l'époque de Philippe Auguste, donc ça doit être vers 1200. Oui, ça j'allais dire 1134. 1250, par là. Donc, ça fait 800 ans qu'ils expérimentent avec la liberté individuelle, et c'est intéressant parce que cette expérimentation passe par le droit. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis d'Europe, c'est qu'ils étaient en train de se faire imposer un droit qui arrivait du haut et qui n'était plus par le bas. Les gens n'ont pas compris. Donc oui, je trouve que ça a été une très belle... C'était tellement touchant. Moi, je reviens sur le moment où la reine d'Angleterre est arrivée pour illuminer le soir. C'était des paysages. Et elle était là dans son petit manteau à marcher. C'était très, très fort. J'ai un de mes amis qui, il y a quelques années, avait reçu donc la reine-mère, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, et avait demandé, donc il l'avait reçu chez lui, il avait demandé qu'est-ce qu'on devait mettre au pied de son lit, vous savez, sur la table de nuit, pour qu'elle puisse boire pendant la nuit si elle avait soif. Et le chef du protocole avait dit 1 litre de gin. Oui, il paraît qu'elle buvait 1 litre de gin par jour. 1 litre de gin par jour. Elle était impeccable. Elle était impeccable. Je crois qu'elle est décédée à quoi, 84, 86, 100, oui, enfin bon. Enfin voilà. Hein, bon. 1 litre de gin, et elle l'avait sifflé le matin. Donc, il était quand même un peu étonné. Mais enfin, voilà. Donc, moi, j'ai vécu en Angleterre. Je peux vous assurer que j'ai fait des voyages dans les pays étrangers avec des Anglais bien élevés ou pas, d'ailleurs. Et un jour, on s'est rendu compte, on était au fin fond du Kazakhstan, je sais plus où. Ils disparaissaient tous les soirs, pendant 5 heures du soir. On ne savait pas où ils étaient. On se retrouvait tous les deux, ma femme et moi. On ne savait pas quoi faire. Et on a fini par comprendre qu'ils se réunissaient dans une chambre. Pour picoler. Pour picoler. Tous, ils étaient là en train de picoler, mais ils ne nous habituaient pas parce que nous, on était des Français, on ne savait pas boire, quoi. Oui, vous ne tenez pas votre alcool. On ne tenait pas mal d'alcool. Donc, il y a deux ou trois. D'abord, l'amour de la nation, l'amour de la reine, et puis une capacité à picoler qui est très au-dessus du commun. Ça, c'est... Bon, passons à un sujet qui fâche un peu plus. Elisabeth Borne, la Première ministre, est donc intervenue dans les médias hier pour dire que désormais les retraites allaient être indexées sur l'inflation et que tout allait bien car désormais, l'inflation étant à 4,2,
et que l'augmentation allait être entre 4 et 5 aux fonctionnaires, les deux allaient très bien se réconcilier et que donc les fonctionnaires n'allaient pas pâtir de la crise inflationniste qui arrive et tout allait bien s'en sortir. Alors la première chose, c'est que j'aimerais que tu nous expliques comment il manipule, parce qu'il manipule les chiffres de l'inflation, spécialement sur l'alimentaire et ainsi de suite, ce dont vous aviez parlé avec Olivier Delamarche dans la vidéo récemment de Thinkerview, parce qu'il y a une façon de calculer l'inflation et des choses qu'on prend plus ou moins en compte. Et la deuxième, c'est que tu nous expliques un petit peu en prospective, puisque nous, on a fait une émission là plutôt sur la GPA et ainsi de suite qui va venir dans notre partie de l'économie expliquée par mon père. Donc, que tu reviennes un peu sur le papier de cette semaine pour nous expliquer les tribulations de cette inflation, pourquoi elle était complètement prévisible et peut-être aussi, si tu veux en ouverture, nous parler de l'argent métal. Oui, on en parlera plutôt en conclusion. Mais plutôt en conclusion. Alors voilà, revenons sur déjà ces mesures de l'inflation. Alors, la mesure de l'inflation. Alors, il y a plusieurs façons de manipuler l'indice des prix de détail. Alors, ce que j'ai fait moi, qui suis un vieux routier, c'est que je dis que dans le fond, je fais un indice 50-50 du blé, parce que le blé, c'est à la base de notre alimentation. On n'est pas dans la civilisation du riz. Si j'étais en Chine, je ferais le riz, mais là, c'est le blé. Bon. 50 et 50% le prix de l'énergie. Donc, et on voit que j'ai fait ça sur les 120 dernières années, où j'ai les statistiques sur les États-Unis. Bon, mais ça rattrape toutes les grandes périodes inflationnistes telles qu'elles ont été perçues par le... Et en plus, ce qu'il y a de marrant, c'est que si tu prends ton indice du blé et de l'énergie, il a tendance à monter beaucoup plus fort au début, puis à s'arrêter un peu plus tôt que les autres, et puis à partir comme ça à l'horizontale, et puis l'autre met du temps à rattraper, mais il rattrape toujours. Donc, c'est donc une espèce de... Donc, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que le prix de blé et le prix de l'énergie, ça pète à la hausse. C'est pour ça qu'on va dire l'indice des prix de détail, il va partir derrière. C'est pas possible autrement, quoi. Bon. Il est parti derrière. Ce que je montre aussi dans ce graphique, vous pouvez aller sur le site pour regarder le papier qui a été fait le lundi, donc 6 mai, je crois, oui c'est ça, lundi 6 juin, pardon, lundi 6 juin. Ce que je montre, c'est que toutes ces périodes d'inflation aux États-Unis, sur 120 ans, ont été précédées par des taux d'intérêt réels négatifs. C'est-à-dire qu'on essaye de ruiner le pauvre entier. On fait un faux prix pour l'épargne. Donc, à partir du moment où on fait un faux prix pour l'épargne, on fait un faux prix pour le temps. C'est-à-dire que le taux d'intérêt, c'est ce qui permet de faire entrer du temps dans le calcul économique. Donc, on est en train de raccourcir le temps, ce qui permet, dans le fond, le temps disparaît. On rentre dans un monde un peu musulman où on n'a plus le droit de se servir des taux d'intérêt. Donc, à ce moment-là, on ne peut plus prendre en compte le temps très long, donc on ne fait pas des investissements très longs. Comme on ne fait pas des investissements très longs, la productivité du travail baisse. Et donc, si on continue à créer de l'argent qui n'existe pas alors que la productivité du travail baisse, les prix montent, quoi. Donc, toutes les périodes d'inflation ont été précédées par une période de taux d'intérêt réel négatif. Bon. Et malgré ça, il recommence. Et malgré ça, il recommence, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on voit Mme Yellen, M. Powell, etc., qui depuis 3 ans nous expliquaient, alors qu'ils suivaient une politique de taux d'intérêt réel négatif, qu'il n'y aurait pas d'inflation. Qu'il n'y aurait pas d'inflation. Donc soit c'est des menteurs, soit c'est des illettrés. Ou les deux. Ou les deux. Ou les deux, ou sont des crapules. C'est-à-dire qu'ils avaient un objectif qui était de ruiner le rentier, ou j'en sais rien. Moi, je ne sais pas pourquoi ils le font, parce que de toute façon, ça mène toujours à des désastres. Ce qu'il y a d'horrible, c'est qu'on sait tous que l'inflation touche beaucoup plus durement les gens les plus pauvres. Oui, alors donc ça va commencer, c'est ce que tu expliquais sur Thinkerview, c'est qu'en fait, on ne va pas assister à « je me prends un mur », on va assister à un lent étouffement qui commence par le bas. Les pauvres vont commencer à crever de faim. Ceux qui vont chez Lidl, ils pourront plus aller chez Lidl. Ceux qui allaient chez Leader Price, ils pourront plus y aller. Ceux qui allaient chez Auchan, ils pourront plus y aller. Et ça va remonter. Et les derniers, qui auront mal, c'est Monsieur Arnaud. Mais
au fur et à mesure, les gens ça va être un lent écrasement des castes, des classes populaires, et puis des classes moins populaires. De plus en plus pauvres. Voilà. Et je ne comprends pas. Et comme c'est ce qui s'est passé. C'est ça l'inflation. C'est ça l'inflation. L'inflation, c'est dans le fond, le coût du travail, ce que tu payes le gars, baisse par rapport à ce qu'il doit acheter. Parce que à la fin de la journée, si tu veux, on mange tous 3 fois par jour. Même si tu manges les choses les plus délicieuses, les plus riches, les plus chères, en imaginant Monsieur Arnaud, il va jamais mettre qu'un certain pourcentage de 0,1%. 0,1%. Et lui, ça va être 0,1% parce que même s'il achète du caviar, ça va être 0,1%. Alors que pour un petit employé, lui, il va mettre 50% dans sa bouffe. C'est là, par exemple, dans un pays comme l'Inde, l'indice des prix de détail officiel, c'est 50% la bouffe. Donc, à partir du moment où le blé commence à passer au travers du toit et qu'une grosse partie du blé est importé, ils sont mal. Et donc, je n'ai jamais compris pourquoi les hommes politiques... Alors, on a eu une période de taux d'intérêt réel très bas pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il fallait financer... la reconstruction de guerre... Non, mais surtout la guerre. Oui, bon, ça, je comprends. Mais... mais là, la politique de taux, c'était avant qu'ils nous collent ce truc de l'Ukraine dans lequel on peut encore se demander ce qu'on est allé foutre. Exactement, mais ça avait commencé bien avant. Ça a commencé en 2012-2013 pour sauver l'euro. Donc, pour sauver l'euro, on a créé une crise qui risque d'être une crise mondiale et qui va frapper surtout les petites gens. Donc, le principal responsable de cette crise, c'est M. Draghi. Et M. Draghi, pour le récompenser de ses talents, on l'a nommé Premier ministre italien. Oui, mais tu ne crois pas qu'à la fin de la journée, quand même, le problème, c'est que à partir du moment où notre souveraineté, on l'a donnée à l'Europe et que ces gens-là ne sont pas élus, ils en ont rien à... Dans un pays normal, quand De Gaulle prend Rueff, si Rueff fait des bêtises, c'est De Gaulle qui va prendre. Il y a une sorte de responsabilité et ça va faire action-réaction. Alors que là, Bernanke et compagnie, ils font ce qu'ils veulent et c'est complètement déconnecté du monde politique. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais en réalité, là, on a bien vu que imaginons qu'il y ait des gens qui veulent y aller vers un gouvernement mondial. Bon. Imaginons que, faisons œuvre d'imagination profonde. Et ce gouvernement mondial aura besoin d'une monnaie mondiale. Deuxième imagination, le début de cette monnaie mondiale, c'était l'euro. Donc, je suis persuadé qu'ils savaient que ça allait créer des problèmes, mais que pour sauver l'euro, qui était ce qu'ils voulaient comme problème, ils disent « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Donc, moi, j'ai vu les œufs cassés, mais j'ai toujours pas vu l'omelette. Hein. Et deuxièmement, ils étaient prêts à tout pour sauver l'euro. À partir de 2012-2013, il était évident que l'euro était une saloperie inimaginable, qui allait foutre en l'air l'Europe. Je l'avais écrit en 2002-2003. Mais ils ont préféré... Donc, la première étape, ça a été de ruiner l'Europe du Sud. La deuxième, ça a été de ruiner les banques. Et la troisième, c'est de ruiner les petites gens. Et on arrive dans la troisième. Donc, est-ce que c'est volontaire? La réponse est oui. Je crois que ces gens ont un agenda politique qui n'est certainement pas le bonheur des petites gens. Oui, je pense qu'ils s'en foutent. Et je ne sais même pas s'ils s'en foutent. Je crois que si les gens étaient heureux, ils pourraient grogner. Donc ils les amènent, comme on l'a vu avec le Covid, dans la peur et dans la misère, en partant du principe que des gens qui ont peur et qui sont miséreux sont plus... Enfin, tu serais heureux d'apprendre, parce que je l'ai appris moi-même hier, que l'Europe est sur les gros dossiers, car ils viennent de normer les recharges de téléphone. Et donc, désormais, il n'y aura plus qu'une recharge unique pour tous nos téléphones. Et j'ai vraiment hâte, personnellement, qu'ils se mettent tous au travail pour faire pareil avec les sacs aspirateurs, parce que ça fait quand même des années qu'on galère. Mais attends, bouge pas, mais il y a des aspirateurs sans sac, non? Ah oui, mais ça contourne le problème, monsieur. Parce que je tiens à dire que là, on était quand même sur un sujet top méga bourre, et je suis vraiment contente que l'Europe s'attelle à ces gros sujets qui étaient quand même... C'est comme la taille des tomates ou la forme des concombres. Voilà, donc désormais, il y aura un chargeur unique pour tous les téléphones, et ça, vraiment, je suis contente. Parce que c'est pas comme si les prises USB existaient déjà. Voilà. Donc, on est vraiment content qu'ils s'attellent à la profondeur des piscines et aux tomates. Voilà. Non, mais donc, encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est si je regarde les systèmes politiques à l'heure actuelle, depuis, mettons, 20 ans, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà qui
qui échoue partout. Et dans un système politique normal, quand on échoue, on est viré. Or, dans le système politique que ces gars-là ont monté pour eux, quand ils échouent, ils sont promus. Donc Madame van der Leyen, là, échoue de façon dramatique comme ministre de la Défense allemand. Elle a même des procès aux fesses. Hein. Elle a des procès parce qu'elle avait aussi fait des faux pour sa thèse. Oui, il y avait eu du plagiat. Il y avait eu du plagiat. Et qu'est-ce qu'on fait? On la nomme présidente de la commission, où elle fait un coup d'État dès qu'elle arrive pour prendre le pouvoir. Donc c'est quand même la première fois dans l'histoire que dès qu'un type échoue, mais de façon grandiose, comme Madame Lagarde, qui prête 60 milliards à l'Argentine et qui saute 15 jours après. Alors que tout le monde lui avait dit de ne pas le faire. Tout le monde lui avait dit de ne pas le faire. Eh bien, elle est promue à la BCE. Ben oui, ça me paraît logique. Et c'est comme M. Macron, qui nous fout en l'air avec... Ça y est, je ne sais pas si tu as vu le déficit commercial de la France, qui était à 84 milliards en déficit, sachant qu'on rappelle que l'Italie est positive de 64 milliards, l'Allemagne positive de 184 milliards. Là, je crois qu'il nous a rajouté... on est à moins 130 milliards. Voilà, c'est ça. On est quand même sur et les Français votent pour lui triomphalement, alors qu'il a trahi en vendant Alstom, alors qu'il y a eu des histoires sur 4 millions, 10 millions, 20 millions, on ne sait pas où ils sont parus et pourquoi ils sont pas parus. Areva, il n'est toujours pas. Donc, il y a quand même cette classe à monter un système où... On l'a vu, par exemple, au moment du référendum sur Maastricht, où les Français ont voté non, et le président Sarkozy leur a fait le geste qui sauve, quoi. Donc, cette classe gouverne comme si elle était héréditaire et inamovible. C'est pour ça que dans le fameux livre, parce qu'on m'a posé la question dans les commentaires... Je vais finir par voter Mélenchon, hein. Écoute, puisque tu amènes le sujet, ça allait être une de mes 4e questions, mais allons-y, sur les législatives, donc 3e sujet. Parfois, je ne sais pas si vous regardez cette émission, enfin ce truc qui s'appelait Kaamelott, et il y avait ce personnage qui s'appelle Léo Dagan, qui avait cette phrase en disant parfois tout cramer et repartir à zéro. Oui. Bon, la politique du pire est souvent la pire des politiques, mais de temps en temps, est-ce que on se sent tenté. La fin dans l'horreur n'est-elle pas... avoir une fin dans l'horreur ou une horreur sans fin? Voilà. Alors, prenons le cas Mélenchon. Alors, Mélenchon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va peut-être mettre le référendum d'initiative populaire. Peut-être, ça c'est dans les aspects positifs. Dans les aspects négatifs, rétablissement de l'ISF. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Et j'ai tendance à dire que ça fera la aux bourgeois de droite, molles, qui ont voté pour Macron. Comme ça leur fera la bite. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, les Français, maintenant, la bourgeoisie... c'est spécialisé dans le travail des castors, c'est-à-dire de faire des barrages. Ils ont fait 40 ans qu'ils font des barrages aux gens qui, dans le fond, devraient les représenter, c'est-à-dire la droite. Mais ils vont faire des barrages de tellement bonne qualité que maintenant, ils vont amener M. Mélenchon comme... de toute donc, façon... à force de faire des barrages, c'est la gauche extrême qui va être élue. C'est exactement ce qui va se passer. Vous avez aimé Macron sauveur et barrage à l'extrême droite, vous allez adorer Macron en barrage à l'extrême gauche. C'est exactement... Il n'a pas besoin de faire de campagne, lui. Il fait monter les extrêmes et ensuite il arrive en disant « ta-ta-ta-ta, on va pas laisser les heures les plus noires, tati-tata ». Bon. Alors, il remettrait l'ISF, on aurait probablement un CAPS sur ce qu'on peut gagner en France, mais ça va vite. Ce qui va se passer, c'est que dans ces cas-là, les sociétés vont sortir leurs sièges sociaux et aller se mettre qui en Belgique, qui en Italie. Qui en Londres, qui en Suisse. Voilà, donc ça se passera de façon très polie. C'est-à-dire que, je sais pas, une grande société d'assurance suisse fera une OPA sur une autre grande société d'assurance française. Qui se laissera faire avec bonheur. Et puis le siège sera comme par hasard à Bâle, quoi. Voilà, ça va être bien triste, ma pauvre dame, mais c'est ce qui s'est passé pour les Simon Lafarge, c'est ce qui s'est passé pour des tas de choses. Donc on va nous organiser ça. Et vous ne pouvez pas dire que c'est pas être patriote, parce que je pense pas que le but de M. Macron, ce sera que de M. Mélenchon, ce sera que les sociétés françaises gagnent plus d'argent. Non. Donc, elles préservent les intérêts de leurs actionnaires, ce qui est la moindre des choses. Donc, qu'est-ce qui se passera d'autre? Il y aura peut-être, puisque ça, il l'avait promis Mélenchon, le référendum d'initiative citoyen. Oui, donc ça pourrait être une bonne chose. Oui. Et le seul point noir, c'est qu'on se retrouvait avec tout un tas de bras cassés ministres, mais ça, on a un peu l'habitude d'avoir des chèvres. Hein. Je veux dire, on a eu Marlène Schiappa. À partir du moment où on a eu Véran et Marlène Schiappa, est-ce qu'on peut tomber plus bas, quoi?
Non, je dis pas que je vais voter Mélenchon. Non, je dis pas. Mais je dis, si par hasard ça arrivait, je me dirais, tiens... Ah, mais moi, je peux pas voter Macron. Hein. Moi non plus. Ah non, faut pas déconner. Quoi. Et républicains, mais où sont-ils? Je sais pas où ils sont. Où sont-ils? Moi, j'ai adoré parce qu'il y avait je ne sais plus quel républicain qui, je crois dans Valeurs Actuelles, disait oui, Macron a capturé le débat politique. Je lui dis mais quel débat politique? D'où il a capturé un débat politique? À partir du moment où les républicains acceptent complètement le diktat qu'a mis Mitterrand sur le fait qu'on ne votera jamais avec le Front National, ça veut dire que les républicains acceptent que la gauche soit au pouvoir tout le temps, puisqu'ils excluent à peu près 20% de l'électorat de droite du débat. Bon, mais à partir du moment où les républicains acceptent que la gauche soit au pouvoir tout le temps, je ne vois pas ce qu'ils ont à dire comme dans le débat. Donc on est dans un monde où, dans le fond, les républicains n'ont rien à dire. Le Pen, elle dit ce qu'elle a toujours dit. Et puis il y a Zemmour qui dit un peu ce que dit les Versaillais, allez. Et donc, ils vont chacun vers... Le Pen va peut-être faire ses 15 ou 20%, l'autre, il fera ses 7 ou 8%, et les Républicains vont peut-être faire 7 ou 8%. C'est-à-dire qu'ils vont se faire laminer par le NUPES. Là. Je vois pas comment ça peut être autrement. Non. Ils organisent la Bérésina. Leur propre Bérésina. Avec une constance de tous les instants. Mais ça fait 40 ans qu'ils le font. Donc je regarde ça, je me dis, on n'est pas rendu. Hein. Alors, petite question d'ouverture. J'ai vu cette semaine que l'Inde avait acheté directement auprès de la Russie. Du pétrole et probablement en roupies indiennes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette histoire qui m'a l'air quand même juteuse? Ce que disent les Indiens, c'est... j'ai vu un diplomate indien, le ministre des Affaires étrangères, à qui on reprochait beaucoup qu'il ait acheté. Il a dit, écoutez, moi, mon métier, j'ai une responsabilité vis-à-vis de la population indienne. Le pétrole, c'est une de nos grosses dépenses. Si je peux l'acheter moins cher, je suis très content parce que ça va faire la prospérité de mon peuple. Maintenant, vos critères moraux collectifs. Qui se mettent sur la gueule entre l'Ukraine et la Russie, grosso là-bas, très loin, là-bas. Vous savez, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière. Donc le type, il est en train de dire, mais laissez-nous bien tranquilles, quoi. Et alors, on a fait un petit travail ici à Gafcal qui m'a fait rire avec Didier Darcet. C'est mon complice en crime dès que les choses deviennent intelligentes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé aux Nations Unies qui a voté pour condamner l'URSS, la Russie, qui a voté pour condamner la Russie, et qui s'est abstenu ou n'a pas voté. Moi aussi, je dis toujours le monde sino-soviétique, mais on ne peut pas. Bon, donc, vous me pardonnerez, je suis vieux, voilà, l'URSS, la Russie, pardon. Bref, on trouve qu'il y a à peu près 53% des gens à l'ONU qui ont voté pour condamner la Russie, et puis 47% qui ont dit... Qui avaient aquaponé. Qui disaient... oui, bon, c'est pas bien intéressant. Passons à autre chose, parce que c'est pas le sujet qui m'intéresse en ce moment. Bon. Et donc, on s'est dit, on va faire un indice boursier, actions et obligations des pays qui ont voté contre la Russie et des pays qui ont voté not my problem. Oui. Tu vois? Eh bien, les pays qui ont voté not my problem font beaucoup mieux que les pays qui ont voté contre la Russie. Oui, au hasard, ils s'occupent des leurs. D'abord, ils s'occupent de l'heure, ils achètent de l'énergie pas chère. Ils la stockent. Ils la stockent, et puis surtout, ils ne la payent pas cher, ils la payent dans leur monnaie. Alors nous, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va acheter ce gaz de schiste très très polluant. Mais bouge pas, d'abord il est polluant, puis ensuite il faut bâtir des bateaux. Oui, parce que le gaz, il faut le reliquéfier. Tu le liquéfies, donc il faut le détendre après, le remettre en gaz. Donc il faut qu'il y ait des installations de détente sur les ports. Je crois qu'il y en a peut-être un en Allemagne, mais c'est tout. Je crois pas qu'il y en ait ailleurs en Europe. Donc... je ne sais pas ce qu'on va faire parce que si on prend pas le gaz russe qu'on est cuit, si on prend le gaz américain,
Il est très polluant. On n'a pas les installations. Il est très cher. Ça nous rend encore une fois dépendants des Américains. Mais il faut aussi avoir des bateaux. Et puis il faut le négocier parce que là, on avait des contrats à terme qui étaient négociés à un certain prix avec la Russie, qu'on payait en euros. Qu'on payait en euros. On leur filait des petits billets. Ils étaient très contents qu'on imprimait. Parce que là, on doit chercher des dollars qu'on n'a pas. Voilà. Donc on va s'endetter comme le Liban l'a fait, comme l'Argentine l'a fait, dans une monnaie étrangère. Et ça se termine toujours par la faillite. Et ça se termine rarement bien. Ça se termine quand on a... Et on va s'endetter dans une monnaie étrangère à un prix qu'on voudra bien nous donner. Et si on décide de dévaluer pour essayer de devenir compétitif, plus on dévalue, plus l'énergie monte. Oui. Bah oui. Et donc, on n'a plus la solution de la dévaluation, parce qu'autrefois, si on avait dévalué, c'était l'euro qui baissait, donc c'était les Russes. C'était les Russes qui touchaient moins. Qui prenaient le risque. Là, c'est certain que sur des contrats à terme où tu dis on va vous payer 3 euros j'ai n'importe quoi le litre, si d'un coup tu dis maintenant je vais vous payer 3 dollars le litre, les euros on les imprime, les dollars on les imprime pas. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une baisse mais extraordinaire profonde du niveau de vie en Europe. Et on retombe sur les petites gens. Donc moi je ne vois pas d'autre solution qu'un vrai effondrement du niveau de vie en Europe. Ce qui fait que j'ai dit ici ou là d'ailleurs, que ce que je craignais, c'était maintenant l'effondrement de la social-démocratie en Europe. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là, l'effondrement de la social-démocratie ? Quand tu vis au-dessus de tes moyens, comme faisait l'Union soviétique, à un moment où quand les gens cessent de te prêter à l'extérieur, tu sautes, parce que tu peux plus acheter des biens, tu peux plus ça. Bon. Le monde qu'on est en train de décrire, ça marche tant que dans le fond le Qatar nous prête les dollars dont on a besoin. Mais s'ils font un jour comme ils ont fait à l'Argentine, on dit on vous prête plus de dollars, vous pouvez plus acheter notre pétrole. À ce moment-là, il faut que le niveau de vie s'écroule. Et j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était il y a longtemps, que la France, par exemple, avait son PIB qui était à peu près 1% du PIB mondial et que les dépenses sociales, c'était 9% du PIB mondial, en France, des dépenses sociales du monde. Donc tu te dis, on ne vit en France qu'en empruntant l'argent de l'étranger. C'est le déficit commercial. Hein. Et quand tu es passé dans l'émission de Thinkerview, là, c'est drôle parce que tu disais qu'en définitive, les fonctionnaires vivaient pour rétablir les tickets de fonctionnement. Les tickets de rationnement. Les tickets de rationnement, voilà. Et là, tu ne crois pas qu'Elisabeth Borne est passée donc hier à la télévision pour dire que, bien évidemment, il allait y avoir des chèques alimentaires. C'est le début des tickets de rationnement, oui. Pour les familles les plus modestes. Alors, l'UDI est monté tout de suite au créneau en disant oui, on veut qu'en plus le chèque alimentaire ne puisse s'établir que sur des produits sains. Alors, on va définir le produit sain. Après, si tu as envie d'acheter un pot de mayonnaise, après tout, ça te regarde si tu as envie d'avoir ou un pot de Nutella, ça te regarde si tu veux avoir des grosses fesses. Mais un produit sain, est-ce que c'est un produit halal ou cachère ? Non, mais c'est-à-dire un produit qui est nécessaire à l'alimentation, que ça ne soit pas de la luxure. Mais alors, ça m'a fait rire, parce que quand ils ont donné... Ils ramènent la morale. Ils ramènent la morale. Et quand ils ont donné, pour autant, le chèque culturel aux jeunes de 18 ans, ils leur ont filé un chèque, je crois. Ils n'ont pas vérifié. Non, mais tous les gamins ont acheté, c'était leur droit, de la BD, du Naruto, d'ailleurs, de la BD japonaise, qui n'a absolument pas soutenu les auteurs français. Mais si c'était des chèques culture pour acheter du Sartre, fallait dans ces cas-là permettre d'acheter que du Sartre ou du Camus. Mais évidemment, les gamins, tu leur donnes un chèque jeunesse, ils achètent du Naruto. Voilà, c'est tout. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va... Oui, alors on va filer de l'argent, mais... Encore une fois, comme le disait Milton Friedman, un repas gratuit, ça n'existe pas. Donc, si on subventionne des repas gratuits pour les plus pauvres... de toute façon, c'est l'État qui paye, donc c'est a priori mes enfants qui vont payer la dette française. L'État, il n'existe pas, c'est nous. Donc ça veut dire que le repas gratuit qu'on va donner, qui ne sera pas gratuit d'ailleurs, mais qu'on donnera aux plus pauvres, ça va être payé par les autres. Donc ça veut dire qu'ils auront, eux, un coût de l'alimentation plus cher, puisqu'il va falloir incorporer le don qu'ils font aux plus pauvres. Donc ça veut dire que ça va accélérer le passage des gens les plus pauvres vers les gens les plus moins pauvres en montant comme ça. J'ai dit que c'était quelque chose qui allait partir de la base et qui allait attraper comme un feu de forêt. En prenant ça, ils vont accélérer le mouvement. Et il est question aussi, est-ce que tu peux réexpliquer aux gens pourquoi bloquer les prix du blé, bloquer les prix de la baguette, bloquer les prix, j'en sais rien, du pétrole, oui. C'est à la pompe. Pourquoi c'est une mauvaise idée de faire ça à terme ? Ils n'arrivent pas à comprendre. Pour une raison très simple, c'est que si c'est pas produit en France, le pétrole par exemple, on le bloque. Donc le type qui l'achète pour le vendre en France,
ben lui, il perd de l'argent. Et donc, comme il perd de l'argent, il ne peut plus acheter le pétrole suivant. Donc, une fois que tu as bloqué les prix, ce qui se passe, c'est que tu as automatiquement la pénurie qui s'installe. Parce qu'il va préférer aller vendre à l'Islande, à l'Argentine. Il le vendra qu'il achètera au prix du marché. Mais si tu achètes à 100 et que le gouvernement français dit pour vendre en France, vous devez vendre à 60, le type, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec l'EDF, on en a parlé. Ce qui était quand même un truc absolument génial, les taux d'exécution, j'arrive pas à le croire. Mais donc si tu vous dis au gars, il va plus acheter. Évidemment que non. Il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Et donc, ces gars-là, dans le fond, vous disent ce qu'il faut, c'est que le blé soit cher et que la farine soit bon marché. Tu dis, ouais, c'est une idée intéressante, mais comment on fait? Parce que si le blé est cher, les paysans sont contents, mais à ce moment-là, la farine est chère, et donc les ouvriers sont mécontents. Mais donc, ils essayent de mettre des subventions au milieu pour que la farine, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils interviennent encore une fois avec leurs gros doigts velus et graisseux dans des mécanismes auxquels ils ne comprennent rien. Alors, et d'ailleurs, il faut se souvenir qu'en 81, c'est pas que tu étais vieille à l'époque, mais je me souviens, quand les socialistes ont été élus, il y a un type de droite qui a dit vous êtes en train de vous... parce que là aussi, on bloquait les prix, on bloquait les charges. Ils avaient bloqué les taux de change, on avait le droit de sortir que 3 000 francs. 3 000 francs, je sais pas. Et ils avaient dit vous êtes en train d'attaquer la loi de l'offre et de la demande. Et il y avait un socialiste qui s'était dressé et qui avait dit on va l'abolir, cette loi. Il est mignon. Mais c'est ce qu'ils font. Ouais. Monsieur Macron, il est en train d'essayer d'abolir l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment ça va se terminer. Le premier blocage des prix dans l'histoire, ça s'est passé sous Dioclétien. C'était pendant l'Empire romain, ça devait être dans les années 420 ou j'en sais rien. Ça a accéléré la chute de l'Empire romain de façon extraordinaire. Puis en France, on a fait l'édit du maximum en 1794, on coupait la tête des gars qui montaient les prix au-dessus d'un maximum qui avait été... Bon, ça s'est terminé dans la famine. Donc il n'y a pas un seul exemple dans l'histoire d'un blocage des prix qui réussit. Et comme il n'y a jamais eu un exemple, si tu mets les taux d'intérêt réels négatifs, ça ne crée pas de l'inflation. Mais il continue. Donc la grande question, c'est pourquoi, avec le degré d'expérience qu'on a, il continue à faire les mêmes bêtises? Je ne comprends pas. C'est là où je suis sidéré. Je ne comprends pas, parce que quand tu écoutes M. Mélenchon, tu te dis quand même, c'était un truc qui était quand même vachement à la mode en 1794-95, l'édit du maximum, je veux dire. Non, alors là, pour eux, je pense que c'est de la démagogie. Mais comment peux-tu... Mais en même temps, M. Mélenchon, il a toujours soutenu les Vénézuéliens, les Cubains... Oui, mais je n'arrive pas à croire qu'une personne à son âge, tu veux qu'un gamin de 18 ans, 20 ans n'ait pas assez lu, et ainsi de suite. Il le sait forcément, il choisit de ne pas regarder les choses en face par démagogie, parce qu'ils disent ce que les gens veulent entendre et ce qui est convenu de dire dans cette partie de la population. Je pense que donc ça en fait des menteurs redoutables et des personnes qui n'ont aucune prise sur la réalité. Dans ce cas-là... D'ailleurs, Charles est toujours disponible pour faire un débat avec les fameux 100 économistes dont on a parlé. Alors, je voudrais dire quelque chose sur les 100 économistes. Je suis prêt à prendre un pari, là. Vous voyez, moi, je suis un naturel parieur. Joyeux. Quand je jouais beaucoup au tennis, j'étais quand j'avais 25 ans, à la limite du professionnalisme. J'étais pas si mauvais que ça. Et donc, il y avait deux sortes de professionnels de tennis. C'est le moment où le tennis devenait professionnel, comme on pouvait gagner. Les gars qui allaient jouer dans les tournois à Aix-les-Thermes ou à Tarbes, etc. Et s'ils arrivaient dans les 4 derniers, ils touchaient un prix, donc ils pouvaient bouffer. Et les gars, si on était battus, si on n'était pas dans les demi-finales ou avant, si on était battus, mais les autres avaient faim aussi, donc c'était difficile, ils avaient tous très faim. Donc à ce moment-là, on bouffait rien, on allait dormir sur la plage s'il y en avait une à côté, et puis on bouffait des beignets, quoi. Et ça, c'était le début du professionnalisme du tennis, j'ai bien connu ça. Et puis il y avait les professeurs de tennis locaux, qui donnait des leçons à la fille du notaire. À la fille du notaire. Et donc, je suis prêt à parier que les 100 économistes de M. Mélenchon sont tous des professeurs. De filles de notaire. Sont tous des professeurs d'économie. Qui ont des idées très arrêtées sur la façon dont il faut jouer un match et qui, eux... ne prennent aucun risque. Ne prennent aucun risque. Puisqu'ils sont payés par l'État.
et sont au mieux 32. Voilà. Oui, exactement. 30, ça serait bien. 30. Donc, la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'ai toujours gagné ma vie. Si je me trompe, je bouffe pas. Ça s'appelle skin in the game, suivant notre ami Nassim Nicolas donc, Stayed. Sur les 100 économistes de M. Mélenchon, je suis certain qu'il n'y en a pas un seul qui ne soit pas professeur. De tennis. Si les lecteurs veulent bien vérifier, ça m'intéresserait beaucoup parce que Oui, mais je pense que tu as raison, bien évidemment. Donc, voilà. Écoute, on aura fait un petit tour d'horizon en ce mi-juin qui arrive là. Et on a toujours très peur de cette crise inflationniste qui arrive. Mais qui va continuer. Et qui va continuer. On essaie de ne pas désespérer Billancourt parce que nous-mêmes, on est un peu désespérés, mais... Voilà, c'est pas grave, on va essayer de faire le mieux qu'on peut, on va essayer de se serrer les coudes, on va essayer surtout de parler à sa famille, de rester proche des gens, voilà, de penser aux autres, ceux qui sont près de vous. Et faites un potager. Et faites un potager, on va essayer, oui, on va essayer de faire au mieux, et puis se soutenir les uns les autres, parce qu'encore une fois, il n'y a que la proximité qui compte. Et on espère vous avoir donné des pistes de réflexion. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. On a mis désormais les podcasts sur Spotify et sur Deezer, qui est une plateforme française, donc n'hésitez pas aussi à aller les voir. Et merci encore de nous suivre. Et à la semaine prochaine, vous retrouverez le jeune Léonard, qui est notre meilleur invité. Oui, c'est le meilleur intervieweur. Mais il ne faut pas oublier que Léonard, il est jeune, donc c'est jeune aujourd'hui, vous savez, c'est plus comme les anciens. C'est fragile. Sera-t-il là la semaine prochaine? C'est la question importante. Le pauvre, il a une infection staphylocoque, il ne sait pas où il a chopé ça, donc il est sous antibiotiques. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur. Voilà, à très bientôt et merci encore. Merci, au revoir.